En 1960, l'auteur Philip Ariès a publié son livre controversé Centuries of Childhood, A Social History of Family Life. Il y affirme que, je cite, « Dans la société médiévale, l'idée de l'enfance n'existait pas. » Alors, remontons le temps maintenant et découvrons si l'idée de l'enfance est vraiment un phénomène moderne. Comment c'était d'être adolescent au Moyen Âge? À quel âge les enfants commençaient à travailler pour vivre? Et pourquoi Elizabeth Paston a été battue jusqu'à ce que sa tête se brise? En tant que nerd autoproclamé de l'histoire médiévale, je cherche toujours à remplir mon temps avec de l'histoire contenue. J'adore apprendre comment les gens vivaient autrefois, comme dans cette vidéo qui dépeint la vie d'un enfant au Moyen Âge. Si vous regardez cette vidéo, vous partagez probablement mon engouement pour le médiéval. Je suis ravi d'annoncer que la vidéo d'aujourd'hui est présentée par Marche des Empires, un superbe MMO médiéval stratégique. Un jeu de stratégie accessible sur ordinateur et téléphone. J'y joue récemment et je suis accro. Marche des Empires combine deux de mes choses préférées. Se sentir comme un guerrier badass total et les jeux MMO. En jouant, vous avez d'innombrables possibilités de personnaliser votre partie, de l'amélioration de votre château, à la sélection de votre faction et la gestion de vos forces en combat. Mais vous n'avez pas à être un barbare assoiffé de sang. Je vais jouer de cette manière, mais il y a 4 factions parmi lesquelles vous pouvez choisir. Sultan, roi, tsar ou guerrier shogun. Vous pouvez aussi collaborer avec d'autres joueurs pour créer l'empire le plus puissant ou jouer en solo. Il y a aussi un bonus car des événements historiques comme Jeanne d'Arc Saladin contre Richard Cœur de Lion et Halfdan Ragnarsson contre Alfred le Grand sont fréquemment présents. Quiconque a été le leader de la grande armée païenne et frère d'Ivar le Désossé aura mon vote. Dans cet événement, vous pouvez choisir des camps et débloquer progressivement des figures historiques. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Le jeu est gratuit. Cliquez sur le lien pour obtenir des bonus de démarrage en jeu. Téléchargez maintenant pour participer à l'événement historique du 30 mars entre Saladin et Richard Cœur de Lion. Vous choisissez qui tombera dans cette croisade. Bienvenue à la folie médiévale. A est pour adolescents. Au Moyen Âge, la culture de la jeunesse telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas vraiment. On soutient que le concept d'adolescence comme étant la période entre l'enfance et l'âge adulte n'existait pas vraiment. Les garçons et les filles jouaient ensemble dans des groupes mixtes et c'était généralement le statut social de l'enfant plutôt que leur sexe qui dictait avec qui ils jouaient. Des théologiens médiévaux percevaient l'enfance comme une phase de pureté, associant l'entrée du péché à la puberté, où la luxure risquait de dominer et d'effacer leur innocence. Cependant, certains médiévaux suivaient les enseignements d'Augustin d'Hippone qui pensait qu'un enfant était pécheur dès l'instant de sa conception, une idée qui découlait du Jardin d'Éden et de la chute de l'homme. L'influence du sexe sur le traitement des adolescents devenait beaucoup plus importante. Les filles étaient étroitement surveillées pour rester chastes. Elles passeraient d'un contexte domestique à un autre en devenant soit servantes, apprenties, soit en se mariant, contrairement à un jeune homme. Les jeunes hommes étaient moins soucieux de rester chastes, malgré leur faible liberté, et auraient dû compter sur leur maître pour les salaires et suivre ses règles. L'indépendance financière semblait lointaine, car l'âge de l'héritage était fixé à 21 ans. Apprentissage. Dès le XIe siècle, avec la croissance urbaine et la transformation des villes en cités, une diversité d'emplois a émergé. Soudain, il y avait de multiples professions mieux rémunérées et plus sûres à choisir que celles d'un soldat ou d'un agriculteur. Les maçons, boulangers, tisserands, forgerons ou meuniers, exerçant des métiers qualifiés, formaient des guildes pour maintenir les normes industrielles, protéger leurs droits, garantir les prix et éloigner la concurrence non licenciée. Au Moyen Âge tardif, il était assez courant qu'un enfant soit pris comme apprenti entre 12 et 14 ans, bien que certains commençaient à apprendre un métier spécifique dès l'âge de 7 ans. L'apprentissage d'un garçon durait généralement environ 7 ans, le menant jusqu'à ses 20 ans. Les filles resteraient jusqu'à leur mariage. Une fois l'enfant apprenti intégré à la maison du maître, celui-ci se chargeait de son bien-être, lui fournissant un lieu de sommeil, de la nourriture et des vêtements en guise de salaire. En retour, l'enfant devait promettre de ne jamais jouer, de ne pas visiter les auberges locales ou d'avoir des relations sexuelles avec quiconque dans la maison, bien qu'on l'encourageait à socialiser avec tous les enfants de la maison d'accueil. La plus grande attente était l'obéissance totale. Beaucoup d'enfants aidaient avec de petits travaux et observaient leurs propres parents
afin d'apprendre un métier. D'autres seraient pris dans un rôle d'apprentissage complet qui devait être payé par leurs propres parents. Donc seuls ceux dont les parents avaient assez d'argent seraient acceptés. Avec certains stages, qui étaient essentiellement du travail gratuit, prenant autant de temps, beaucoup d'enfants étaient malheureux et s'enfuyaient. Si cela devenait le cas, alors il était normal que le père de l'enfant et le maître se relaient pour les chercher tous les 2 jours. Si un apprenti reste introuvable après 1 an de recherche, le maître n'est pas contraint de reprendre l'enfant. Certaines formations prenaient moins de temps. Un cuisinier pouvait n'avoir besoin que de 2 ans de cours, tandis que quelqu'un d'aussi qualifié qu'un orfèvre pouvait prendre 10 ans pour apprendre son métier avant de pouvoir ouvrir sa propre entreprise. La dernière tâche d'un apprenti avant de se qualifier serait de produire un chef-d'œuvre qui montrerait tout ce qu'on lui avait enseigné. Pour ceux ne pouvant pas avoir leur propre établissement, se déplacer pour trouver un emploi chez un maître était une alternative. Ils étaient appelés compagnons. B est pour le livre Au coucher. Il existe peu de preuves que des histoires soient lues aux enfants médiévaux avant le coucher, mais il y avait certainement une culture de la narration qui existait au Moyen Âge, et certains parents écrivaient des lettres et des histoires spécifiquement pour que leurs enfants les lisent. Ils étaient généralement didactiques, comme le livre du Chevalier de la Tour. Ce tutoriel a été écrit par le Français Geoffrey IV de la Tour-Landry en 1371 pour ses filles. Il enseigne aux filles comment se comporter à la cour royale, mettant en garde contre de nombreux courtisans doux parleurs, des individus risquant de déshonorer la famille. Il avertit aussi du péché de vanité et s'oppose fermement à ce qu'il juge être l'inconduite de ses pairs. Geoffrey, vétéran du siège d'Aguilon pendant la guerre de Cent Ans, se souciait profondément de ses filles. En tant que noble, il n'était pas non plus étranger aux inconduites et intrigues de la cour française, et il avait également écrit un livre pour l'instruction de 16 fils. Mais ce livre a apparemment disparu. Le livre du Chevalier de la Tour a été traduit en anglais pendant le règne d'Édouard V en 1483 par William Caxton, qui est considéré comme la première personne à avoir introduit la presse à imprimer en Angleterre. Le livre du Chevalier de la Tour de Geoffrey est devenu le traité le plus populaire de la fin du Moyen Âge. Il a aussi été traduit en allemand et néerlandais. La version allemande a été transcrite par Marquard de Stein, spécifiquement pour ses propres filles Elsa et Jacobi. Voir est pour le soin. Des historiens ont soutenu que pendant le Moyen Âge, les parents n'avaient pas autant d'intérêt ou d'affection pour leurs jeunes enfants qu'aujourd'hui. Notre vieil ami Philippe Arias a attribué cela au taux de mortalité élevé des nourrissons médiévaux. Il pensait que les médiévaux croyaient que les enfants n'avaient ni activité mentale, ni forme corporelle reconnaissable, et étaient considérés comme des choses neutres, qui étaient suspendues périlleusement quelque part entre cette vie et l'au-delà. La peur de la mort était partout en raison de la prévalence de la peste et d'autres maladies, et les enfants étaient bien sûr plus susceptibles en raison de leur système immunitaire sous-développé. C'est pourquoi on pense que leurs parents médiévaux craignaient de s'attacher trop émotionnellement à eux, compte tenu de la forte probabilité de mort et de la possibilité que leurs enfants meurent jeunes. Une autre raison qui soutenait l'argument de Philippe comprenait le fait que le meurtre d'enfants semblait être si répandu pendant le Moyen Âge. Au XIIIe siècle, l'Église envoyait les meurtriers d'enfants chez leur évêque pour pénitence. Ensuite, l'excommunication à vie était la punition habituelle, mais a ensuite été réduite à seulement 10 ans. Juste après 1200, le théologien Philippe Arias a indiqué que Robert de Flamborough pensait qu'une pénitence de 15 ans était suffisante. Si une mère avait tué son enfant parce qu'elle était démunie et ne pouvait pas se permettre de le nourrir, l'exclusion de l'Église était encore réduite à 7 ans. Le pape Grégoire IX préconisait qu'une mère ayant volontairement tué son fils devrait intégrer une maison religieuse. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que le meurtre d'un enfant vivant a été considéré comme un homicide. On pensait généralement que les femmes qui tuaient leurs nourrissons souffraient d'un certain dérangement mental. En 1275, Mathilde Lavigne de Bourbon en Angleterre a écopé de 3 ans de prison pour le meurtre de ses 2 enfants à la hache, en état de fièvre et de frénésie. Elle a été libérée sous la garde de sa famille et a finalement reçu une grâce. L'idée que les enfants étaient peu valorisés au Moyen Âge est soutenue par le taux élevé de travail des enfants, d'abandon et la discipline sévère à laquelle ils étaient souvent exposés. D est pour discipline. Pour les jeunes, le châtiment corporel était une réprimande acceptable pour les parents, enseignants et employeurs loin de leur jeunesse. La pratique des coups physiques était approuvée par les philosophes et les éducateurs tant qu'elle était justifiée et non excessive.
Guillaume Langland. Le poète du XIVe siècle recommandait dans son poème Pierre Labouré que, je cite, « les artisans devraient châtier leur progéniture et ne pas les gâter déraisonnablement par peur de la peste. » Le châtiment corporel des enfants n'était pas seulement pour les classes inférieures non plus. En 1449, Élisabeth, fille d'Agnès Paston et veuve de Guillaume le juge, a dû épouser un admirateur plus âgé. Sa mère a donc interdit à sa fille de voir quiconque en dehors du ménage pendant 3 mois et a battu la fille au moins 1 ou 2 fois par semaine, et, je cite, parfois 2 fois en une journée, et sa tête brisée en 2 ou 3 endroits. En 1458, 9 ans plus tard, Agnès a recommandé que le maître de son fils Clément, qui avait 16 ans et étudiait à Londres, devrait, je cite, vraiment le fouetter jusqu'à ce qu'il se corrige. Parfois, il y avait des désaccords sur la sévérité d'une punition. Certains cas étaient portés devant les tribunaux où l'argument tournait autour de la question de savoir si une punition physique était appropriée, plutôt que si la correction était excessive. Si l'adulte était jugé coupable d'avoir imposé une discipline trop cruelle, il pouvait être puni. Pour ceux en charge de l'éducation d'un ou plusieurs enfants, cela pourrait leur nuire, car on pensait qu'ils devaient recourir à une punition physique du fait de leur propre enseignement. L'historien bénédictin Guibert de Nogent, qui a écrit ses mémoires au début du XIIe siècle, décrit son tuteur comme étant incompétent de cette manière et punissant son élève à cause de cela. La mère de Guibert a engagé un tuteur privé pour lui qui a rejoint le ménage et l'a enseigné entre l'âge de 6 et 12 ans. Le tuteur lui infligeait des punitions brutales quand il ne pouvait pas comprendre une leçon. Guibert savait que ce n'était pas à cause de sa propre stupidité, mais parce que son professeur ne s'expliquait pas très bien. Guibert a été battu dans sa salle à manger, utilisée comme salle de classe, et pensait avoir reçu, je cite, « une correction plus sévère, que je ne le méritais ». Plus tard, sa mère a vu que SS, je cite, « petit bras était noirci et que la peau de son dos était gonflée par les coupures des brindilles ». Même si nous avons du mal à comprendre les arguments d'Adier selon lesquels l'idée de l'enfance est un concept moderne, il faut dire qu'au Moyen Âge, avec leurs traditions culturelles et leurs attitudes religieuses, une enfance médiévale était une expérience complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Merci de regarder. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour une autre. Passez une excellente semaine. À la vôtre.